Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier événement de la série sur comment on crée une communauté pour faciliter la discovery. Cette dernière session, c'est concernant le ROI, comment connaître le ROI de sa communauté, de pourquoi évaluer l'efficacité de son programme communautaire, quelques indicateurs aussi pour mesurer la santé de sa communauté et quelques idées pour maximiser son ROI. Donc tout ça, c'est encore, et pour la dernière fois, Tancred qui est avec nous. Salut Tancred. Hello Lisa. N'hésitez pas, donc là, c'est comme je vous disais, le dernier événement. Si vous avez des questions ou si vous avez envie qu'on aille plus loin ou qu'on continue à faire des événements de ce type, n'hésitez pas à venir sur la communauté Design Shot sur Discord et venir discuter avec Tancred ou moi pour approfondir un peu le sujet, voire même devenir animateur. Si vous avez des retours d'expérience à partager, ce sera avec plaisir. Je laisse la parole à Tancred. Merci Lisa. À tout à Alors l'heure. attends, je vais partager mon écran. Mais du coup, ouais, aujourd'hui on va parler, donc je recontextualise, hein, je travaille chez Sortlist, je m'occupe de la communauté, notre communauté d'agences qui s'appelle Sort Leaders. Et aujourd'hui, ce que je vais présenter, c'est un sujet qui est pas évident. C'est la question du retour sur investissement quand on lance une communauté. Concrètement, comment on fait pour mesurer l'impact de nos efforts communautaires et comment est-ce qu'on fait pour chiffrer ça? Comment est-ce qu'on fait pour savoir exactement si ce qu'on met en place au niveau de la création de communauté a un impact sur l'entreprise et comment est-ce qu'on fait pour le chiffrer et l'évaluer de manière objective. Et donc ça, vraiment, c'est vraiment une très bonne question. Je me suis un peu retrouvé dans cette situation. Je sais pas si vous aurez la ref, mais moi, c'est une ref qui me fait bien marrer. C'est c'est une très bonne question de savoir voilà, comment est-ce qu'on fait pour mesurer le héros communauté, au-delà de juste dire on sait que ça a un impact, mais on ne sait pas exactement quel est l'impact. C'est-à-dire que en général, on présente ça de cette manière, mais il y a quand même moyen de creuser le sujet, il y a quand même moyen de venir avec des éléments de réponse qui sont un peu plus concrets. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pour construire cette présentation. Je vais essayer de rendre ça le plus intelligible possible et de le rendre le plus compréhensible possible parce que la réponse est assez technique. Et j'ai structuré cette présentation en 3 parties. La première, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du ROI. C'est-à-dire que c'est une chose de se demander comment on va le mesurer, mais avant de vouloir le mesurer, il y a des actions et des éléments qui doivent être mis en place pour s'assurer d'avoir une communauté qui a de l'impact, qui puisse impacter le business, pour ensuite pouvoir mesurer le ROI. Donc ça, c'est la première partie que je vais expliquer, qui sera assez rapide. Comment on fait, quelles sont les actions à entreprendre pour avoir une communauté à impact qui derrière permet d'avoir du ROI. Deuxième partie de la présentation, une fois qu'on entreprend des actions, et qu'on a une communauté à impact, c'est encore nécessaire de savoir si les actions qu'on entreprend sont efficaces ou non. Est-ce que ce qu'on fait permet effectivement d'avoir une communauté qui a de l'impact sur le business? Et ça, j'ai trouvé un concept qui s'appelle le concept de gravité. Donc il y a un modèle qui a été développé, c'est le modèle Orbit, et je vais le présenter, et il permet de mesurer la gravité d'une communauté. Je reviendrai sur ce concept un peu plus tard. Et il permet aussi de savoir quels sont les leviers sur lesquels on peut avoir une influence pour augmenter la gravité d'une communauté, donc augmenter son impact, et donc avoir une chance d'effectivement avoir un ROI. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est là qu'on peut commencer à se questionner sur les impacts de la communauté qu'on a créée et comment est-ce qu'elle va impacter le business, et donc savoir si ça a un retour sur investissement ou non. Donc en gros, pour résumer, 3 parties. Première partie, qu'est-ce qu'il faut faire pour construire une communauté à impact? Deuxième partie, on mesure la santé de la communauté, voir si ce qu'on fait permet d'avoir une communauté engagée qui est en mesure d'impacter l'entreprise. Et une fois qu'on a ces 2 éléments, on va regarder quels sont les impacts qui ont effectivement lieu et comment est-ce qu'on peut les mesurer, sur base de quels indicateurs. Donc première partie, la clé pour avoir du retour sur investissement. Personnellement, je considère que la clé pour avoir du retour sur investissement, c'est le fait de construire une communauté qui sera impactante. Et on peut le voir de cette manière-là. On a une communauté à impact parce qu'elle est impactante, parce qu'elle est engagée, parce qu'elle peut avoir une influence sur l'entreprise qui l'a créée. Bah derrière, on peut tirer du retour sur investissement parce que la communauté, justement, permet d'avoir de l'impact. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour construire cette communauté-là? Bah, j'en reviens à ce que j'ai expliqué la semaine dernière, tout est lié en fait au programme communautaire. C'est-à-dire que le fait de construire un programme communautaire qui va engager les membres, qui va leur apporter de la valeur, qui va leur permettre de se connecter les uns aux autres, derrière, ça va permettre d'avoir une communauté qui sera engagée, qui aura de la valeur, dans laquelle il y aura des interactions.
Et ces interactions, elles permettront d'influencer le business qui est à l'origine de la communauté et donc d'avoir du retour sur investissement. Je vous invite à reconsulter le live qu'on a fait la semaine dernière par rapport à l'élaboration d'un programme communautaire pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on fait pour créer un tel programme. Très rapidement, la structure du programme communautaire, elle va se baser sur 3 ingrédients. Je l'aurais expliqué assez rapidement. L'objectif communautaire, le secteur d'activité et le profil des membres. Tout ça, c'est 3 ingrédients que vous devez utiliser pour construire un programme qui a du sens. L'objectif communautaire, pourquoi? Parce que selon l'objectif que vous allez chercher à atteindre, votre programme, il n'aura pas la même structure. Si vous voulez co-construire un produit ou faire de l'acquisition, la valeur que vous allez proposer à vos membres par le biais de votre programme, elle ne sera pas identique et vous n'allez pas entreprendre les mêmes actions. Le secteur d'activité également, si vous lancez une communauté dans le secteur de la cosmétique ou dans le secteur du sport, vous n'allez pas du tout proposer le même genre d'activité, vous n'allez pas du tout créer le même type de contenu et vous ne vous adressez pas non plus au même type de membres. Et c'est pour ça que j'ai aussi rajouté le profil des membres comme critère à prendre en compte. Vous n'allez pas vous adresser de la même manière à un jeune actif de 25 ans et à une personne qui a plus d'expérience dans son travail, par exemple, qui aura 45, 50, 55 ans. C'est un exemple que je prends, mais concrètement, le profil de vos membres, ça va avoir un impact sur la structure de votre programme communautaire. Donc tout ça va vous permettre de créer un programme qui va apporter de la valeur aux membres et donc d'avoir une communauté qui sera impactante et donc de pouvoir en tirer du retour sur investissement. Ça, c'est ce que j'ai expliqué très rapidement. Enfin, c'est un résumé de ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Maintenant, la question, c'est de savoir à partir du moment où on a un programme communautaire, est-ce que la transmission a bien lieu? C'est-à-dire que vous allez entreprendre des actions dans votre programme communautaire, vous allez proposer du contenu, vous allez organiser des événements, vous allez créer des relations entre vos membres, très bien. Mais est-ce que ça vous permet effectivement d'avoir une communauté qui est en bonne santé ou non? Ça, il faut savoir le mesurer. Parce que si vous pouvez mesurer la santé de votre communauté, vous savez ce que vous pouvez entreprendre pour améliorer cette santé, donc faire en sorte qu'elle soit plus impactante, et donc pouvoir en tirer un retour sur investissement. Donc il y a vraiment une étape ici qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait de mesurer l'efficacité de votre programme communautaire. Et ça passe par le concept de gravité, donc que j'ai mentionné au début de cette présentation. Et ça, c'est un concept que j'ai découvert assez récemment en faisant les recherches nécessaires pour organiser cette présentation, qui a été développé donc aux États-Unis. Et c'est un modèle qui se base sur plusieurs éléments, plusieurs ingrédients, pour évaluer la santé d'une communauté. Et donc ici, on va parler de l'orbite d'une communauté et de la gravité. La gravité d'une communauté, c'est quoi concrètement? Ça va être sa capacité à attirer des nouveaux membres dans son orbite. Donc, parce que la communauté est visible, parce qu'elle a un certain rayonnement, elle parvient à attirer de nouveaux membres. Mais une fois que ces membres rejoignent la communauté, le rôle de la gravité, ça va aussi être d'attirer ces membres vers le centre de la communauté pour les rendre de plus en plus actifs, pour les rendre de plus en plus engagés envers l'entreprise qui se trouve à l'origine de ce projet. Donc quand la gravité est forte, le nombre de nouveaux membres il augmente et ces membres sont de plus en plus engagés. Et il y a même certains d'entre eux qui vont devenir des ambassadeurs, qui vont à leur tour aller recruter des nouveaux membres et les pousser à être eux-mêmes de plus en plus engagés. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque communauté va avoir son propre niveau de gravité. Donc c'est un truc qui est indépendant, qui est unique à chaque communauté, qu'on peut mesurer avec des indicateurs assez précis. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'à partir du moment où on peut mesurer la gravité d'une communauté, on sait si la communauté est en bonne santé et si nos actions sont efficaces ou non. Comment ça se passe concrètement au niveau de la gravité? Comment ça se structure? Dans le modèle Orbit, il y a 4 niveaux de gravité. Il y a le niveau de l'exploration, de la participation, de la contribution et du leadership. Au plus on se rapproche du leadership, au plus on a des membres engagés et qui vont être dédiés à la communauté et qui vont vouloir s'investir à l'intérieur. Avec une gravité forte, non seulement on attire des nouveaux membres parce qu'ils vont rejoindre l'exploration, mais au moment où ils vont rejoindre l'exploration, ils vont avoir de plus en plus envie de participer, donc de passer au stade numéro 2. Ils vont participer et puis ils vont peut-être potentiellement vouloir contribuer et au final vouloir devenir des leaders, mais forcément ça il n'y en a pas beaucoup, mais il y en aura. Et donc tout l'intérêt d'avoir un programme communautaire efficace, c'est de faire en sorte que cette gravité monte pour qu'on soit capable d'attirer de nouveaux membres et aussi pour faire en sorte qu'ils soient plus engagés. Et à partir de ce moment-là, on a une communauté qui est engagée, donc qui peut avoir de l'impact et donc on peut en tirer un retour sur investissement. Ça, c'est le concept de la gravité, donc qui est finalement assez facile à comprendre. Hein. On peut le comparer à la gravité d'une planète. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut mettre des chiffres concrets
sur base d'indicateurs clés. Il y en a deux, c'est l'engagement des membres et le nombre total de membres. Donc on va prendre un exemple fictif pour un petit peu illustrer comment on peut mesurer la gravité d'une communauté et voir si cette gravité est élevée ou non. On va prendre un exemple fictif, on a une communauté de 30 membres. Dans ce tableau, j'ai regroupé les 4 stades: exploration, participation, contribution, leadership. Et j'ai mesuré l'évolution du nombre de membres à chaque stade sur 3 mois, avril 2022, mai 2022, juin 2022. Donc on voit qu'en avril 2022, sur les 30 membres, on en a 18 qui sont au stade de l'exploration, donc ça peut être des nouveaux membres qui viennent de rejoindre. On en a 6 qui sont au stade de participation, 4 au stade de contribution et 2 qui sont au stade de leadership. Et puis on voit qu'en mai 2022, les choses évoluent. On n'a plus 18 membres en exploration, on n'en a plus que 13. En revanche, au niveau de la participation, ça a augmenté puisqu'on en a 9. Au niveau de la contribution, ça a aussi augmenté parce qu'on en a 6. Et le leadership, c'est resté stable. Et puis au mois de juin, là, boum, ça a encore évolué. En exploration, on n'en a plus que 10. Par contre, participation, ça a monté, on en a 9, on en a 10. Contribution, on en a 7. Et leadership, on en a 3. Ici, dans cet exemple, bon, on a toujours 30 membres. Entre avril et juin, on a toujours 30 membres. Je suis parti du principe qu'il n'y avait pas de nouveaux membres qui rejoignaient pour illustrer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les membres deviennent progressivement de plus en plus engagés. C'est-à-dire qu'à la base, on en avait 18 en exploration, puis 2 mois plus tard, on n'en a plus que 10. Participation, ça a monté, contribution, ça a monté, et leadership, ça a monté aussi. Donc ça nous donne une idée que on a une certaine gravité dans cette communauté, parce que les membres sont de plus en plus engagés, et ils remontent vers le centre de gravité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui est mis en place. Si je prenais un exemple inverse, si en avril 2022, on avait cette situation et qu'en juin, on n'avait plus de leader, on n'avait plus qu'un seul contributeur, peut-être deux participants et puis 28 ou 27 explorateurs, là, ça veut dire qu'il y a un problème parce que la gravité n'est pas suffisamment forte pour engager les membres et au contraire, ils sont de moins en moins engagés. Donc ça, c'est une première façon de regarder si la gravité est effective et efficace ou pas. Est-ce que les membres grimpent en termes de taux d'engagement? Est-ce qu'ils sont sur l'échelle de votre taux d'engagement? Maintenant, on peut rajouter une variable supplémentaire pour mettre des chiffres concrets sur cette gravité et la mesurer plus précisément. C'est l'engagement que ça demande à chaque stade de gravité. Donc, par exemple, au stade de l'exploration, le fait de faire partie de ce niveau, ça va demander un engagement de 1. Les chiffres sont arbitraires. Participation, ça va demander un engagement qui va peser 4. Contribution, ça va demander 7 d'engagement en termes d'investissement personnel. Et leadership, ça va demander 10. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer l'engagement total de chaque niveau. Donc, admettons, on a 18 membres, on va multiplier ça par le poids de l'engagement mis au carré. Pourquoi est-ce qu'on le met au carré? Parce que le fait de passer d'un niveau à l'autre, ça demande beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que passer de l'exploration à la participation, ça va demander un effort de 16, 4 x 4 égale 16. Par contre, passer de la participation à la contribution, pour un membre, l'effort demandé va être beaucoup plus supérieur, et donc ça va demander un effort de 49, 7 x 7 égale 49. Et même chose pour passer au leadership, on le met au carré également, parce que pour passer de la contribution au leadership, ça demande un effort supplémentaire et un investissement en temps de la part de l'entreprise qui va aussi être important. Pour avoir un leader, on va dire que ça va demander un investissement de 100, parce que 10 x 10 égale 100. On peut calculer ça, et donc on se rend compte que l'engagement au niveau de l'exploration, il est de 18. Au niveau de la participation, il est de 96, 96, 6 x 16. Au niveau de la contribution, il est de 196, 4 x 49. Au niveau du leadership, il est de 200. Et donc on se retrouve au final dans cette communauté avec 30 membres, dont l'engagement total équivaut à 510. Pour rappel, la formule qu'on a vue et qui est présentée dans le modèle Orbit, c'est celle-ci. Pour mesurer la gravité d'une communauté, on divise l'engagement total de la communauté par le nombre de membres qui en font partie. Donc là, c'est nickel. On a tous les éléments dont on a besoin pour mesurer la gravité de cette communauté. Donc on n'a plus qu'à faire une simple division, et on se rend compte qu'au mois d'avril 2022, la gravité, elle était de 510 divisé par 30, donc on avait une gravité de 17. C'est pas forcément, ça nous dit, à ce stade-là, ça ne nous dit pas forcément grand-chose. Pourquoi? Parce que pour pouvoir se rendre compte de la force de cette gravité, il faut pouvoir la comparer à autre chose, il faut pouvoir la comparer à une autre donnée. Ici, c'est très simple, on va aller la comparer à la gravité du mois de mai et à la gravité du mois de juin pour voir à quel point est-ce qu'elle a augmenté. On sait qu'elle a augmenté puisque les membres
sont passés d'un niveau, la majeure partie, d'un niveau d'exploration à participation, puis contribution, puis leadership. Donc l'engagement total de la communauté a monté, mais ce serait intéressant de pouvoir mettre un chiffre là-dessus. On va le faire. On reprend les chiffres du mois de mai 2022. On avait 13 membres en exploration, 9 membres en participation, 6 en contribution, 2 en leadership. On refait les calculs. On arrive à 651 d'engagement total. Si on divise cet engagement total par le nombre de membres, 651 divisé par 30, on a 21,7. Donc on voit qu'entre avril et mai 2022, la gravité de cette communauté fictive que je présente ici, elle a augmenté de 4,7, ce qui est bien. Et si on le compare aux chiffres du mois de juin, donc je reprends les chiffres du mois de juin, donc le nombre de membres qu'il y avait à chaque fois, l'engagement total il était de 765, j'ai pas refait le tableau en entier, hein, et on arrive à une gravité de 25,5. Donc ici on voit que cette gravité elle augmente. Très bien, donc on a des chiffres concrets, on sait mettre un chiffre sur la force de gravitation de notre communauté et on se rend compte si ce qu'on fait est efficace ou non. Ici en l'occurrence, on sait que c'est efficace, on sait que notre programme communautaire est efficace et qui permet d'engager les membres parce que la gravité augmente de mois en mois. Et à contrario, si jamais la gravité avait diminué entre avril, mai et puis entre mai et juin, on sait qu'on devrait se remettre en question parce que la gravité diminue. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On peut mettre un chiffre dessus. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut influencer la gravité. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'on peut mettre en place pour faire en sorte qu'elle augmente. Quels sont les éléments sur lesquels on peut jouer avec notre programme communautaire pour s'assurer que la gravité monte et qu'au final, notre communauté puisse vraiment avoir de l'impact sur l'entreprise qui l'a créée. Il y a 2 éléments sur lesquels on peut jouer. Donc là, je repose la question, comment faire grimper la gravité? Il y a 2 éléments sur lesquels on peut jouer. C'est l'amour et la portée des membres. C'est les 2 ingrédients principaux qui vont avoir un impact sur la force de gravitation de notre communauté. Ici, ce que je vais expliquer, c'est comment est-ce qu'on fait, de quoi il se constitue déjà, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour augmenter ces 2 ingrédients. L'amour, ça correspond à quoi? L'amour d'un membre, assez simple, c'est au plus un membre va s'investir, au plus il va participer dans la communauté, au plus il va être présent dans les événements, au plus il va vouloir contribuer, poster des messages, réagir à ce que vous allez poster dans la communauté, être motivé à l'idée de contribuer à votre objectif communautaire, au plus l'amour sera considéré comme élevé. Et cet amour, il va se manifester de différentes manières. Je donne des exemples. Mais il va d'abord se manifester par la présence. Est-ce que le membre est présent au sein de la communauté? Est-ce qu'il s'investit? Et cette présence, on peut regarder, on peut la mesurer en termes de fréquence. Est-ce qu'il vient tous les jours sur votre espace communautaire, ou est-ce qu'il vient une fois par semaine, ou est-ce qu'il vient une fois par mois, ou une fois par trimestre? Et la deuxième chose, c'est l'ancienneté. C'était quand la dernière fois que le membre était présent dans la communauté? Est-ce que la dernière fois qu'il est venu à l'un de vos événements, c'était il y a 1 semaine? Est-ce que c'était il y a 3 semaines? Est-ce que c'était hier? C'est intéressant de pouvoir le mesurer. Et au plus cette présence est élevée, au plus l'amour du membre sera considéré comme fort. Et la deuxième chose, c'est l'engagement. Est-ce que le membre est... Alors non seulement est-ce qu'il est présent, mais quand il est présent, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient juste en mode passif? Est-ce qu'il vient sur votre espace communautaire, admettons que vous soyez sur Slack, et il vient juste lire les messages? Si vous organisez un événement physique, est-ce qu'il vient, il regarde juste la conférence et puis il s'en va? Ou est-ce qu'il est vraiment engagé? Quand il vient sur votre Slack ou votre Discord, est-ce qu'il poste des messages? Est-ce qu'il répond aux questions que les autres membres posent? Est-ce qu'il met des réactions? Et même chose, quand il vient à l'un de vos événements physiques, est-ce qu'il pose des questions? Est-ce qu'il vient vous parler en direct? Est-ce qu'il vient voir l'intervenant? Est-ce qu'il va commencer à créer des relations et à aller parler aux autres membres qui sont aussi présents sur place? Ça, c'est aussi intéressant de le regarder. Et donc ça, c'est les 2 ingrédients principaux qui vont constituer l'amour qu'un membre porte à votre communauté. C'est sa présence et, au-delà du fait d'être présent, qu'est-ce qu'il fait quand il est là? Quel est son taux d'engagement? Donc à quoi est-ce qu'on peut s'attendre concrètement à chaque niveau de la gravité? Parce qu'il faut aussi pouvoir se demander, voilà, est-ce que le comportement d'un membre est pertinent par rapport à son niveau d'orbite, si je peux dire ça comme ça? Pour ce qui est de l'exploration, ça va principalement être des nouveaux membres, et donc des membres qui seront passifs. Ils vont lire le contenu, ils vont observer ce qui se passe dans la communauté, mais ils vont pas spécialement interagir plus que ça, parce qu'ils doivent encore découvrir ce qui se dit, ils doivent encore se rendre compte, de prendre leur marque au sein de la communauté, donc c'est normal que l'amour d'un membre à ce stade-là soit pas gigantesque, puisque ils viennent tout juste de rejoindre le groupe. Au niveau de la participation,
les membres, ils vont commencer à participer aux événements et ils vont commencer à interagir avec les autres qui sont présents. Donc là, l'amour commence à grimper un peu. Le membre a vu la valeur au stade de l'exploration et ça lui a donné envie de participer. Ça lui a donné envie de venir voir ce qui se passait lors de vos événements, qu'ils soient physiques ou en ligne. Et ça lui a donné envie d'interagir avec les autres personnes qui sont là, puisqu'il a pu se rendre compte que c'était aussi des personnes qui partageaient le même centre d'intérêt, la même passion, les mêmes problématiques. Donc ça, c'est un comportement normal, c'est un taux d'amour normal au stade de participation. C'est ce à quoi on peut s'attendre. La contribution, ça va un peu plus loin, et là on peut le mesurer, on peut le considérer à partir du moment où la participation a été constante sur une certaine période. Donc les membres ont un track record solide en termes de participation, et ils vont commencer aussi à attirer de nouveaux membres. Donc ils vont progressivement se mettre à mettre en avant la communauté, ils vont progressivement se mettre à en faire la promotion pour l'aider à la faire grandir. Et le leadership, bon, bah, ça c'est le niveau d'amour le plus élevé. C'est des membres qui vont être hyper actifs, ils vont influencer la direction que prend la communauté, ils vont investir beaucoup d'efforts pour en faire la promotion, ils vont investir beaucoup d'efforts pour onboarder les nouveaux, c'est-à-dire que quand un nouveau membre va rejoindre la communauté, ils vont aussi être présents pour, pour leur souhaiter la bienvenue et pour leur poser des questions et pour faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise. Et donc là, c'est vraiment le top du top, quoi, à ce stade d'engagement. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se rendre compte à quel taux d'amour, à quel taux d'engagement est-ce qu'on peut s'attendre de la part d'un membre à chaque niveau. Ça, c'est le premier levier sur lequel on peut jouer avec le programme communautaire, s'assurer que l'amour du membre augmente. Le deuxième levier, qui est un peu plus, qui est aussi tout à fait intéressant, c'est la portée du membre. La portée du membre, ça correspond à sa sphère d'influence et à son niveau de visibilité. Concrètement, est-ce que vos membres, ils ont une certaine influence déjà au sein de la communauté? Est-ce qu'ils sont beaucoup connectés aux autres membres? Mais est-ce qu'ils ont une certaine portée à l'extérieur de votre communauté? Est-ce que s'ils parlent de votre communauté à l'extérieur, ils vont pouvoir toucher beaucoup de monde, que ce soit par leur réseau, par la quantité de followers qu'ils ont sur Instagram ou sur LinkedIn, par exemple? Ça, c'est quelque chose aussi qui peut aider à faire grimper la gravité d'une communauté. Pourquoi? Parce que, admettons que vous ayez une star dans votre groupe, s'il poste un message sur l'un de ses réseaux, toute son audience va le voir, et donc ça va contribuer à rendre votre communauté plus visible. Et donc, au plus vos membres ont un reach important, au plus ils vont pouvoir toucher du monde, au plus leur impact au sein de la communauté sera fort, mais au plus la communauté sera aussi impactante puisqu'elle pourra attirer de nouvelles personnes. C'est vraiment de la preuve sociale, hein. Au final, c'est pouvoir miser sur la preuve sociale des membres qui font votre communauté pour attirer des nouveaux membres et donc la faire grossir. Et même au-delà de ça, ces membres qui ont une portée importante, ils vont aussi pouvoir aider dans le fait d'attirer d'autres membres qui ont eux aussi une portée importante. Et donc au final, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Donc au plus un membre a un réseau développé, au plus il pourra donner de la visibilité à la communauté, répandre l'information efficacement et aider la communauté à grandir. Prenons quelques exemples que j'avais déjà mentionnés dans les lives précédents. Chief, une communauté qui est dédiée aux femmes qui ont un rôle de C-level dans des grosses entreprises, ils mettent clairement en avant quelles sont les entreprises auxquelles appartiennent leurs membres. Donc on a Netflix, Amazon, Facebook, Walmart, Google, Pfizer, Channel, HBO, Disney, Nike, Mercedes, etc. Tout ça, ça vient créer de la preuve sociale. Et donc forcément, si nous, on n'est pas encore dans la communauté et qu'on voit toutes ces marques, on se dit que cette communauté a forcément de la valeur, et donc on aura forcément plus envie de la rejoindre. C'est exactement ça, c'est de la preuve sociale. D'autres exemples, Traffic Think Tank, que j'avais déjà mentionné également, donc une communauté dédiée aux professionnels du SEO. Même chose, ils mettent en avant les entreprises auxquelles appartiennent leurs membres. Google, Uber, Typeform, HubSpot. Preuve sociale encore une fois. Pavillon, communauté dédiée aux sales. Même chose. Là, ils vont un peu plus loin parce qu'ils mettent en avant les photos des membres qui sont présents dans la communauté. Donc là, on voit qu'on a du Mastercard, du Netflix, du Lyft, Google, Amazon, Facebook, Nike, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder si dans votre communauté, vous avez des membres qui ont une portée importante et qui vont pouvoir vous aider à répandre les messages que vous allez publier à l'extérieur pour attirer de nouveaux membres à leur tour. Là où ça devient intéressant, c'est que avec votre programme communautaire, vous pouvez essayer de faire grimper la portée du membre. Vous pouvez mettre en place des actions qui vont faire grimper la portée de vos membres pour faire en sorte qu'ils puissent répandre vos messages plus efficacement.
Et donc ça, comment il faut faire? Il faut soit se concentrer sur l'audience du membre sur ses réseaux sociaux, soit sur son niveau de connectivité au sein de la communauté. Faire en sorte que ce membre ait envie d'interagir beaucoup plus souvent avec les membres qui font partie du groupe. Et donc ça, on peut le faire en les mettant en avant, on peut co-créer du contenu avec eux, on peut leur proposer des speaking opportunities sur des événements, tout ça dans le but d'augmenter leur visibilité et leur crédibilité. Comme ça, si eux ont plus de succès et font grossir leur audience, la communauté pourra en bénéficier indirectement. Ça peut sembler assez théorique vu comme ça, mais nous, c'est exactement ce qu'on a mis en place avec la communauté de Sortlist. Dans notre programme communautaire chez Sortlist, on a toute une partie de co-création de contenu avec nos membres qui vise non seulement à les aider à se mettre en avant pour qu'ils se mettent en avant sur leur secteur d'expertise et sur les activités qu'ils font au sein de leur agence pour pouvoir les aider à construire leur personal brand et à attirer des clients pour leur agence plus facilement. Mais d'un autre côté, nous, en co-créant ce contenu, on les aide aussi à développer leur audience. Ils vont parler de la communauté autour d'eux. Et étant donné que c'est des leaders d'agence, ils ont des leaders d'agence dans leur réseau. Et ça va aussi nous aider à faire grossir la communauté derrière. Et ça, pour rappel, on le fait avec deux formats différents. On le fait avec un podcast, la Outline, et nos live LinkedIn, les live Thought Leaders. Comment ça se passe concrètement? Donc notre podcast, on va le diffuser sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfin bref, toutes les plateformes de streaming sur lesquelles on peut écouter un podcast. Et on va sortir 2 épisodes par mois, chaque fois avec des membres différents au sein de chaque épisode. Donc typiquement, premier épisode qu'on a publié, c'était comment faire pour créer un site internet, c'est quoi les critères à prendre en compte pour définir son budget. Et on a 3 membres qui ont participé, on a Kylian, Marie et Julien. Ça nous a permis de créer un bon contenu avec différents experts qui partagent leur point de vue par rapport au sujet qu'on abordait dans ce podcast. Ça nous a permis de créer de la visibilité pour la communauté. Ça leur a permis, eux, de gagner en expertise. Et derrière, comme ils ont aussi partagé le podcast à leur propre réseau, ça a aidé à construire du bouche à oreille pour la communauté et donc potentiellement attirer de nouveaux membres. Et d'ailleurs, ça commence à arriver pour l'instant. On a des membres qui commencent à découvrir la communauté ou qui ont découvert la communauté grâce au podcast qu'on a produit. Et donc au final, dans cette situation, tout le monde gagne. La communauté produit du contenu et apporte de la valeur à l'extérieur. Les membres gagnent en crédibilité et en visibilité. Et cette visibilité, elle bénéficie à la communauté qui permet d'attirer de nouveaux membres qui, à leur tour, vont pouvoir partager leur expertise sur de nouveaux contenus. Et au final, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Autre chose qu'on fait, c'est les live LinkedIn, où là, c'est un peu plus... ça demande d'un effort de production qui est moins important que pour un podcast. On va juste créer un live sur la page de Sortlist avec 1 ou 2 membres de la communauté et on va échanger, encore une fois, sur leur domaine d'expertise. Ici, j'ai pris un exemple. C'était le premier live qu'on faisait avec Sydney et Camille qui sont dans 2 agences différentes. Sydney, il a lancé l'agence Nemesis et Camille, elle fait partie de l'agence 148. On a parlé des fondamentaux du branding. Et en tout, ce contenu, alors maintenant il faudrait que je mette à jour les chiffres puisque le slide commence à dater un peu, mais au moment où j'ai fait ce slide, les posts qui ont fait la promotion de ce live LinkedIn ont généré plus de 5000 vues et il y a eu plus de 800 vues uniques sur le live. Donc encore une fois, on met nos membres en avant sur l'expertise, grâce à leur expertise, on génère des vues, et donc ça permet de mettre en avant la communauté, et eux derrière vont aussi faire grossir leur following, parce que sur les 800 vues uniques, il y a d'office de nouvelles personnes qui ont été les suivre ou qui ont été voir leur profil. Donc encore une fois, avec ce modèle, tout le monde gagne. Et c'est ça qui est intéressant quand on commence à se pencher sur la portée et sur l'influence de ses membres, c'est qu'on se rend compte qu'on peut mettre des choses en place très concrètes pour les aider à développer leur portée, qui derrière va nous permettre d'augmenter la visibilité de la communauté. Donc comment est-ce qu'on va mesurer la portée d'un membre concrètement? Est-ce qu'il y a moyen de mettre des chiffres dessus? Oui. C'est-à-dire que si vous faites des actions qui vont dans cette direction-là, c'est intéressant de regarder des indicateurs concrets pour voir si ça marche ou non. Il y a plusieurs indicateurs. Typiquement, si on va sur du LinkedIn, du Twitter ou de l'Instagram, ça va être le nombre de followers. Sur GitHub ou sur Unsplash, ça va être la taille de leur portfolio. Sur Quora, Reddit, Hacker News, ça va être la réputation qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont de plus en plus de personnes qui les suivent? Est-ce qu'ils ont des réponses positives à leurs questions? Est-ce qu'ils répondent à des questions efficacement, etc. On peut aussi regarder la taille de l'entreprise à laquelle ils appartiennent et de manière générale leur crédibilité dans leur secteur d'activité. L'idéal, c'est de choisir 1 ou 2 indicateurs clés et de se concentrer dessus avec les initiatives communautaires. Nous, typiquement, avec la co-création de contenu qu'on fait chez Sortlist, on vise à augmenter leur following sur LinkedIn et à améliorer leur crédibilité en leur permettant de s'exprimer ouvertement sur des questions qui font sens par rapport à leur expertise
et par rapport à l'agence qu'ils ont lancée, et par rapport au service que propose leur agence, surtout. Donc au final, à quoi ça ressemble concrètement pour résumer cette deuxième partie de la présentation? La gravité, elle se base sur 2 éléments, la portée et l'amour. Donc la gravité, on a vu comment est-ce qu'on pouvait la calculer sur base du nombre de membres et sur l'engagement total qu'on a au sein de la communauté. La portée, je viens de l'expliquer, ça correspond à l'influence et au réseau d'un membre, donc son audience et sa connectivité au sein de la communauté. L'amour, ça correspond à l'amour que le membre va ressentir pour la communauté, donc est-ce qu'il va être présent de manière régulière et à haute fréquence, et quand il sera présent, quel sera son taux d'engagement, quelles seront les actions qu'il va entreprendre. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est précisément là-dessus qu'on peut jouer, enfin qu'on peut avoir un impact avec le programme communautaire. On en revient toujours à ce programme, c'est-à-dire que les actions que vous allez entreprendre et la valeur que vous allez apporter à vos membres, idéalement, elle doit permettre d'augmenter l'audience et la connectivité de vos membres, mais aussi contribuer à leur donner envie d'être plus présents et d'être plus engagés au sein de la communauté. Parce que si vous faites ça avec votre programme communautaire, derrière, la portée de vos membres et l'amour de vos membres, elle augmente, donc la gravité augmente, vous attirez plus de membres plus facilement et vos membres sont de plus en plus engagés. Et donc, vous avez une communauté en bonne santé qui peut avoir de l'impact sur votre entreprise et qui va donc vous générer du ROI. C'est vraiment un entonnoir, mais c'est comme ça qu'on peut le séquencer au final. Quand on dit c'est quoi le ROI d'une communauté, si on va vraiment au fond des choses, c'est de ce truc-là que ça part. Maintenant, on va passer à la dernière partie de la présentation et puis on passera aux questions-réponses, s'il y en a. C'est quoi les différents impacts d'une communauté et c'est quoi les différents impacts auxquels on peut s'attendre et surtout comment est-ce qu'il va se manifester ce ROI. Parce que jusqu'à présent, on a vu programme communautaire, communauté à impact, gravité, les différents éléments de la gravité et comment la mesurer, mais concrètement, comment est-ce que ça va se manifester? C'est-à-dire que si on fait tout convenablement, si on a un bon programme communautaire, qu'on a une communauté qui est en bonne santé, avec une gravité forte et en plus c'est une gravité qui monte, très bien, mais comment ça se manifeste concrètement sur l'entreprise? Il y a différents types d'impacts auxquels on peut s'attendre. Ici, j'en ai listé 3. Ça peut avoir des impacts en matière de marketing, ça peut avoir des impacts en matière de sales, et ça peut avoir des impacts en matière de RH. Et à chacun de ces niveaux, donc marketing, sales, RH, l'impact va se manifester sous forme de différentes flywheels, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. Dans le marketing, il va y avoir plusieurs impacts, en sales, il va y avoir plusieurs impacts, et en RH aussi, il va y avoir plusieurs impacts qui vont se manifester. Et donc ça, c'est vraiment hyper important à retenir, et j'ai noté ici. Quand vous allez investir sur votre communauté va vous donner un retour sur investissement en ayant un impact sur les objectifs de vos départements. Que ce soit votre département marketing, votre département sales, votre département RH, c'est là qu'il faut regarder. Donc à quoi ça ressemble concrètement? En matière de sales, plusieurs possibilités. Le premier, c'est du Community Qualified Leads. C'est-à-dire que votre communauté va vous servir de canal d'acquisition. Et là, on va mesurer différentes choses. On va regarder le nombre de leads qualifiés que la communauté va rapporter. Et sur ce nombre de leads qualifiés que la communauté rapporte, donc pas plus compliqué, c'est le nombre de membres, combien de ces membres vont convertir et combien vont effectivement devenir clients de votre solution. Et combien ça vous rapporte en fait. C'est-à-dire que si vous avez 100 nouveaux membres, sur ces 100 nouveaux membres, vous avez, admettons, 3% qui convertissent. Donc vous avez 100 nouveaux membres, il y en a 3 qui deviennent clients de votre solution. Ces 3 clients, c'est quoi leur revenu, combien est-ce qu'ils génèrent pour votre entreprise. Et ça, tu le compares aux investissements qui ont été faits. En général, c'est le salaire du community designer ou du community builder. Et tu compares. Est-ce que ton community builder qui va te coûter, admettons, 5 000 € par mois, est-ce que sur les leads qu'il va rapporter avec sa communauté et est-ce que sur les leads qui vont convertir et devenir effectivement clients de ton produit ou de ton service, est-ce que ça couvre le coût salarial du community builder? Ça, tu peux le regarder. Un exemple ici, ça va être CFO Connect, la communauté de Spendesk. La communauté, elle est gratuite. Donc, il y a une équipe qui s'occupe de construire CFO Connect. L'accès est gratuit. Bon, il y a quand même certains critères à respecter. Il faut être un CFO avec plus de 5 ans d'expérience dans une boîte d'une certaine taille, il me semble. En tout cas, ça doit être une scale-up. Si je dis pas de bêtises. N'importe quel CFO qui remplit les critères peut rejoindre la communauté gratuitement, mais ils savent qu'au final, sur 100 nouveaux CFO qui vont rejoindre cette communauté, il y en aura forcément qui vont se mettre à utiliser Spendesk derrière. Ça, c'est du Community Qualified Lead, c'est un canal d'acquisition. Et en plus de ça, l'avantage, c'est qu'ils peuvent regarder, ils peuvent prendre en compte les retours
non seulement ils peuvent prendre en compte les retours des CFO qui font partie de la communauté pour savoir comment mieux développer le produit, mais ils peuvent aussi prendre des verbatim et des quotes dans leur propre marketing. Quels sont les mots que leurs membres vont utiliser, quelles sont les expressions qu'ils vont utiliser pour parler de leurs problèmes, de leurs problèmes, et ça, ils vont pouvoir l'utiliser dans le marketing de leurs produits. Donc, au-delà de pouvoir convertir une certaine quantité de leurs membres en clients, bah, il y a du contenu qu'ils peuvent aller chercher. Donc ça, c'est le premier impact qu'une communauté peut avoir quand on a tout bien fait en amont, avec un bon programme, une bonne gravité, etc. C'est du Community Qualified Lead. Deuxième possibilité, ça va être des Deal Champions. C'est-à-dire que parfois, quand une entreprise veut signer un deal avec une autre entreprise, il peut y avoir beaucoup de parties prenantes qui doivent valider le sujet. Il peut y avoir différents décisionnaires. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a un membre qui soit dans la communauté et qui va être un véritable ambassadeur du produit. Donc, on va reprendre un exemple. Admettons que pour décider d'utiliser Spendesk, il n'y a pas que le CFO qui doivent décider, mais il y a aussi le CEO et le CMO et plusieurs parties prenantes. Si le CFO voit vraiment la valeur et est particulièrement fan de CFO Connect et voit que l'équipe de Spendesk est legit et qu'ils mettent des choses en place qui sont positives, bah, ça va forcément aider le deal. Et donc forcément, ce membre de la communauté va aider le commercial de votre entreprise à vendre plus facilement puisqu'il sera déjà convaincu par ce que vous avez à proposer. Et donc là, comment est-ce qu'on peut faire pour le mesurer? On peut mesurer le nombre de deals qui ont été signés grâce à ces ambassadeurs, grâce à ces champions. À quel point est-ce qu'ils sont intervenus dans le processus de négociation et est-ce qu'ils ont vraiment eu un impact ou pas dans le fait que l'entreprise décide de travailler ou non avec la solution que vous proposez. Donc ça, c'est la deuxième possibilité en matière de sales. Troisième possibilité, ça va être la réduction du churn, donc de l'attrition, donc ça va être le nombre de personnes qui vont décider de ne plus utiliser votre produit. Ici, c'est un peu plus technique parce que ça induit que les membres de votre communauté utilisent votre produit. Mais concrètement, si vous avez une communauté, ça va vous permettre potentiellement de réduire le churn et d'augmenter la fidélité de vos clients. Concrètement, comment est-ce que vous faites? Bah, vous regardez vos clients qui font partie de la communauté, vos clients qui ne sont pas dans la communauté, et vous regardez où est-ce que le churn est le plus élevé. Si le churn est le plus élevé chez les clients qui ne font pas partie de la communauté, bah, ça veut dire que la communauté permet de réduire le churn et de fidéliser les clients plus facilement. Donc, vous avez tout intérêt à augmenter le nombre de clients qui font partie de la communauté parce que vous savez, parce que vous savez que cette communauté va vous permettre de réduire l'attrition et donc de fidéliser vos membres et donc de garder du revenu récurrent, si c'est comme ça que vous fonctionnez. Donc nous, c'est ce qu'on fait chez Sortlist, nous, c'est ce qu'on a commencé à faire. C'est comme ça qu'on mesure pour l'instant le retour de notre communauté. On est en train de comparer si, quand une agence rejoint notre communauté, est-ce que son churn va être plus ou moins fort qu'une agence qui ne fait pas partie de la communauté? Donc, est-ce que ça a un impact ou non? Donc déjà, c'est les 3 types d'impact qu'une communauté peut avoir, à chaque fois accompagnés d'indicateurs clés qu'on peut utiliser pour chiffrer le ROI. Community Qualified Lead, Deal Champions, Churn Reduction. Ça, c'est pour les sales. En termes de marketing, on peut aussi avoir 2 éléments différents. On peut avoir du User-Generated Content, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que les membres de notre communauté créent du contenu, faire en sorte que ce contenu puisse attirer de nouveaux membres et ensuite les encourager à créer du contenu à leur tour. Et là, bah, le ROI, où est-ce qu'il va être? Il va être sur le coût de production économisé. Parce que forcément, si vous avez une communauté de personnes qui créent du contenu pour vous parce qu'ils sont fans de votre marque, votre équipe contenu, si vous en avez une, elle aura moins de travail. Enfin, vous allez devoir faire de moins gros investissements pour produire le même type de contenu et la même quantité. Et donc ça, forcément, bah, ça permet de faire des économies. Et donc là, bah, qu'est-ce qu'on mesure? On regarde encore une fois le coût salarial du community builder, la quantité de contenu qui est produite, et combien ça nous aurait coûté de produire ce contenu si la communauté n'avait pas été là. C'est encore une manière de mesurer le ROI d'une communauté. On peut aussi regarder la portée organique de ce contenu, c'est-à-dire que si les membres de la communauté se mettent à produire et distribuer le contenu qu'ils ont produit, on peut regarder combien de personnes ont été touchées par ça, et est-ce que ça nous aurait coûté encore une fois pour toucher ce même nombre de personnes si on avait fait des ads. Donc typiquement, un membre de la communauté qui a une portée importante, il crée un post LinkedIn. Ce post LinkedIn va toucher, j'invente, 20 000 personnes. Combien ça nous aurait coûté pour toucher ces 20 000 personnes si le membre n'avait pas produit ce contenu? Si on avait dû faire du paid ads pour toucher 20 000 personnes, encore une fois, ça nous aurait coûté combien? Et enfin, on peut mesurer le nombre de membres qui découvrent et qui rejoignent la communauté grâce à ce User-Generated Content, qui va en final être un canal d'acquisition pour attirer de nouveaux membres. Et encore une fois, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Deuxième possibilité, au niveau du marketing, ça va simplement être le bouche à oreille.
Donc admettons qu'on rejoigne une communauté et qu'on se retrouve à passer de l'exploration à la participation, à la contribution. On va potentiellement avoir envie de parler de cette communauté autour de nous. J'aime beaucoup l'exemple de Rafa et du Rafa Cycling Club, donc une communauté de cyclistes. Si vous êtes fan de cyclisme et que vous rejoignez cette communauté, vous allez forcément avoir envie d'en parler à vos potes qui font aussi du vélo. Et donc derrière, ça fait des nouveaux membres qui rejoignent la communauté et ça va potentiellement faire des nouveaux clients pour Rafa. Donc là, on a un double impact qui a lieu. Marketing, les membres de la communauté font du bouche à oreille, ils attirent de nouveaux membres et ces nouveaux membres, ils vont potentiellement décider d'acheter un produit publié, enfin un produit créé par la marque et donc devenir client de Rafa. Donc on a un bouche à oreille qui va être combiné à un Community Qualified Leads. Et donc là, ça devient vraiment très intéressant parce que la communauté devient un levier de croissance qui va à la limite tourner tout seul. Parce que les membres parlent de la communauté naturellement autour d'eux, ça attire de nouveaux membres qui vont convertir et eux-mêmes vont se mettre à parler de la communauté à leurs potes et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Et donc là, encore une fois, c'est quelque chose de très concret qu'on peut mesurer avec le taux de référal, c'est-à-dire sur 100 nouveaux membres qui rejoignent la communauté, combien d'entre eux ont rejoint parce qu'ils ont entendu parler de la communauté grâce à un membre qui faisait déjà partie de la communauté. Donc si admettons qu'on ait 100 nouveaux membres, il y en a 30 qui rejoignent grâce au bouche à oreille, on sait qu'on a 30% de référal, et sur ces 30% de référal, combien vont devenir des Community Qualified Leads? Et puis on peut ensuite comparer au coût d'acquisition moyen d'un nouveau client. Si de manière générale, les boîtes ont quand même une idée assez précise du CAC de leurs clients, si le coût d'acquisition d'un membre de la communauté et qui décide d'acheter un produit est inférieur au coût d'acquisition d'un client qui ne fait pas partie de la communauté, on sait qu'il y a un retour sur investissement qui est non négligeable. Et enfin, troisième élément, ça va être en matière de RH. Donc en matière de RH, le recrutement, pour toutes les entreprises, c'est une galère. Le fait d'attirer des talents, le fait de les recruter, et surtout le fait d'avoir de la rétention au sein de son équipe, c'est quelque chose qui n'est pas évident. En fait, le fait d'avoir une communauté, ça peut aussi aider dans le fait d'attirer des talents et de construire une équipe. Prenons un exemple assez classique. Un membre va rejoindre votre communauté, il va tomber amoureux de la marque et du produit, et ensuite il va décider de rejoindre l'équipe, ou alors la marque va lui proposer de rejoindre l'équipe, ça peut aller dans les deux sens, pour se mettre à faire grandir la communauté et co-construire le produit. Et donc le processus est susceptible de recommencer. Donc là, très simple, on regarde le nombre de candidats issus de la communauté, combien ont reçu une offre, et combien ont été engagés sur la fin. Et ça, pour mesurer le ROI, on regarde combien ça nous aurait coûté d'engager cette personne, si on était passé par un cabinet de recrutement, si on avait dû poster sur LinkedIn une job offer, si on avait dû payer une annonce sur Welcome to the Jungle, combien ça nous aurait coûté. Et surtout, alors là, il faut regarder un peu plus au long terme, mais qu'est-ce que cette nouvelle personne va rapporter à l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle va produire? Et combien de temps est-ce qu'elle va rester? Est-ce que sa rétention est plus forte parce qu'elle est arrivée depuis la communauté et pas parce qu'elle est arrivée depuis une job offer sur un job board ou par un cabinet de recrutement? Mais ça, c'est un peu plus au long terme, un peu plus compliqué à quantifier. Mais typiquement, je sais que chez Notion, c'est quelque chose qui s'est passé. Je sais que chez Notion, ils avaient recruté une personne de leur communauté pour derrière construire la communauté en France. Donc c'est quelque chose qui se passe même dans les plus grosses boîtes qui sont community driven. Donc voilà un peu ce que je voulais présenter en résumé, pour un peu résumer tout ça et un peu résumer cet énorme processus. Comment on fait pour connaître le ROI de sa communauté? Première étape, on élabore un programme communautaire qui va se baser sur le secteur d'activité de l'entreprise, sur l'objectif communautaire qu'on veut atteindre et sur le profil des membres auxquels on s'adresse. Ça va nous permettre de créer un programme qui va apporter beaucoup de valeur et qui va permettre de jouer sur plusieurs leviers. Ça va nous permettre d'augmenter l'audience et la connectivité de nos membres, donc d'augmenter leur portée, et ça va nous permettre d'augmenter leur présence et leur engagement au sein de la communauté, donc leur amour. Si, grâce à notre programme communautaire, on augmente la portée et l'amour de nos membres, la gravité de la communauté va augmenter, c'est-à-dire qu'elle va attirer des nouveaux membres plus facilement, ces nouveaux membres vont être de plus en plus engagés, et donc on va se retrouver avec une communauté qui sera en bonne santé et qui sera en mesure d'avoir de l'impact sur notre entreprise. Si on a une communauté qui est en bonne santé et qui peut avoir de l'impact, ça peut se mesurer et se manifester de différentes manières, qu'on obtient un retour sur investissement, qu'on peut avoir en matière de sales,
marketing et RH. Sales, ça va être des community qualified leads, ça va être des deal champions et ça va être, j'ai oublié le troisième, ça va être du churn, oui, c'est ça, la réduction du churn. En termes de marketing, ça va être de la création de contenu et du bouche à oreille. En termes de RH, on va potentiellement pouvoir aller trouver des membres de des nouveaux membres de notre équipe au sein de la communauté parce qu'ils adorent notre produit, parce qu'ils ont envie de s'investir. Et on va soit pouvoir leur proposer de nous rejoindre, soit eux-mêmes vont faire la démarche de poser une candidature spontanée. Donc voilà un peu, selon moi, comment est-ce qu'on fait pour non seulement avoir une communauté impact qui est en mesure de donner du ROI à une communauté, quels sont les types d'impact qu'on peut espérer, quels sont les types d'impact qu'on peut avoir, et comment est-ce qu'on peut les mesurer. C'est ce que je voulais présenter dans ce dernier événement en collaboration avec Design Shot. J'espère que j'ai été clair, parce que c'était pas évident à structurer comme présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je vais arrêter de partager mon écran. Et puis en tout cas, je suis ouvert à toutes les questions et curieux d'avoir votre avis sur ce modèle Orbit et sur la façon de mesurer le ROI d'une communauté. Très content de pouvoir échanger. Merci Tancred. Avec plaisir. On n'a pas eu beaucoup de questions. Il y en a une de Charlie qui demande si le bouche à oreille n'est pas un peu compliqué à mesurer. C'est chaud. Alors moi, la manière dont tu peux le faire, c'est quand un membre va rejoindre ta communauté, tu peux lui demander comment est-ce qu'il a entendu parler de la communauté. Et là, tu peux mettre une option bouche à oreille, quelqu'un m'en a parlé, et puis tu regardes combien de personnes mettent cette réponse. Tu peux aussi mettre j'ai entendu parler de la communauté grâce à un contenu que j'ai vu, parce que j'ai été outreaché par un sales de votre équipe. C'est essayer de comprendre d'où viennent les membres et juste mettre bouche à oreille dans les choix. Un outil communautaire à recommander autre que Slack, tu en as plusieurs. Bon, tu as Discord qui est assez similaire, mais il y a quand même des fonctionnalités qui sont différentes. Tu vas avoir Facebook. Les groupes Facebook, ça marche assez bien. Je sais que Lemlist, ils ont créé leur communauté sur Facebook. Tu peux avoir aussi des plateformes spécialisées. En France, il y a Melting Spot qui est en train de lancer leur bêta avec Benoît et Sébastien Châtelier. Et l'avantage de Melting Spot, c'est qu'en fait, tu as tout au même endroit. Donc, tu as un espace qui va être similaire à Slack, donc un espace de messagerie qui va y ressembler. Mais tu peux aussi animer des événements en ligne. Tu peux créer une librairie de contenu tous au même endroit. Et tu donnes juste un identifiant et un mot de passe à tes membres. Et ils ont accès à la communauté. Donc, ouais, Discord, Facebook, Melting Spot. Et tu as des avantages et inconvénients dans chacun de ces outils. Mais j'en avais parlé d'ailleurs dans le deuxième live. Deuxième, je crois. Ouais, c'était dans le deuxième. Comment lancer sa minimum viable community. J'explique un peu toutes les plateformes que tu peux utiliser avec les avantages et inconvénients de chacun des outils que tu as à ta disposition. Je crois que d'ailleurs, l'event, vous pouvez toujours le voir en replay si ça vous intéresse. Ouais. On attend un peu pour voir s'il y a des dernières questions. Sinon, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Et puis, on se rejoint sur soit le LinkedIn, soit la communauté Discord. On vous met le lien juste en bas si vous voulez nous rejoindre. Il est facile en plus. Hein. C'est pas compliqué comme URL. Mais en tous les cas, s'il n'y a pas de questions, toujours dispo sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer un MP. Merci encore, Tancred. C'était super intéressant ces 4 events. Avec plaisir. Que je ne suis pas la seule à penser ça. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était top. Et c'était un chouette exercice aussi puisqu'il m'a bien poussé dans mes réflexions parce qu'il y a une différence entre le fait d'exécuter un travail au quotidien et de l'expliquer et de le transmettre avec une présentation comme ça. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances bientôt. On se retrouve à la rentrée. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.